Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Avec une astrologie pour l'ère du Verseau, vous le savez, on aime partager cette discipline millénaire qu'est l'astrologie en la liant à notre monde moderne. Donc aujourd'hui, on va s'embarquer, caméra à l'épaule, pour regarder l'histoire avec un grand H sous l'œil astrologique. Donc attention, le cadrage va être large, large, large. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous proposer cet entretien et le moment est enfin venu puisque le dernier ouvrage de Fanchon Pradalier-Roy est enfin disponible en précommande et apparaît pour le solstice d'été 2022. Cet ouvrage, qui sera suivi par un second très prochainement, traite des grands cycles de civilisation. Et c'est un travail vraiment considérable qui fera date et sera, je pense, d'un grand apport pour la communauté astrologique. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je vous laisse découvrir cette vidéo avec Fanchon, justement, qui va nous expliquer l'apport magistral que peut apporter l'astrologie quant à notre histoire humaine. Bonjour Fanchon. Bonjour Faustine. Merci de prendre le temps de venir faire cette vidéo avec moi pour partager un petit peu au monde ton travail, je le disais, considérable pour ce livre. Je suis toute excitée de pouvoir enfin parler officiellement de ce livre et j'ai hâte de pouvoir revisiter avec toi l'histoire et l'histoire de ce livre, puisqu'on est là sur une astrologie qui est véritablement une astrologie clinique, en fait, et qui se mêle, je trouve, divinement bien à d'autres disciplines universitaires, pour la plupart, comme l'histoire, bien sûr, la science, la sociologie, la psychologie. Donc, est-ce que peut-être tout d'abord, tu peux te représenter en quelques mots, s'il y en a qui ne te connaissent pas, et nous dire peut-être quel a été le postulat de départ de ton travail sur ce livre et sur les cycles en astrologie? En fait, je dirais que travailler sur les cycles en astrologie, c'est un aboutissement. Je n'ai pas commencé par les cycles. Quand j'ai commencé à écrire des ouvrages en l'an 2000, en fait, je n'ai pas commencé par les cycles, bien qu'à ce moment-là, je faisais des séminaires de formation sur les cycles avec quelqu'un comme Jean-François Berry, par exemple. Et donc, ce que je voudrais d'abord, si tu veux, c'est souligner la nécessaire coopération entre les astrologues, qui est absolument phénoménale. Et là, tu as dit que ce livre est un très gros travail et tu y as participé parce que par les schémas que tu as faits, par les dessins les illustrations que tu as pu faire, tu as permis de mieux comprendre et de faire voir, si tu veux, des choses qui ne se verraient pas sans cela. Donc, je dirais que sans coopération, je ne pense pas qu'on puisse faire de l'astrologie. Et c'est cela qui m'a... Et les cycles demandent une énorme coopération, c'est-à-dire qu'un travail sur la cyclicité, et en fait, la cyclicité, c'est la base de l'astrologie. Pourquoi ce livre? Parce que l'astrologie, c'est l'association des symboles d'un côté, si tu veux, d'un langage de tout un appareil symbolique très important qui remonte à la nuit des temps avec tous les mythes et les symboles, et voir les religions, parce que les religions ont quelque chose de mythique d'une certaine manière. Ça se rapproche, c'est de même niveau, c'est du niveau spirituel et symbolique, c'est un niveau au-dessus. Et de l'autre côté, l'astrologie, c'est la science des cycles, c'est-à-dire c'est sa partie astronomie. Et je crois que c'est en faisant un véritable mariage entre les deux que les humains comprennent leur place, parce que les humains sont pris d'un côté entre le symbole, les mythes, le religieux, le spirituel, et de l'autre les cycles, qu'ils passent leur temps à ignorer. Alors qu'en fait, on fonctionne de façon cyclique et les femmes le savent très bien. Les hommes tentent en permanence de l'ignorer parce qu'ils n'en ont pas l'horloge, le même type d'horloge biologique qui le leur rappelle. Mais voilà, on a une vision du progrès et du temps linéaire qui est fausse. Nous n'avançons qu'en cycle et le modèle du cycle, c'est la lunaison. Et donc, dans la destinée de la France, quand j'ai travaillé d'une part sur le symbolique, qu'est-ce que c'est que la destinée, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui appelle la France à faire telle et telle chose, donc quelle est son aspiration, qu'est-ce qui la meut comme mythe
fondateur et comme aspiration. Hein. J'ai montré que dans la destinée de la France, que la France a eu un rôle énorme en mettant en place les droits de l'homme, et en particulier avec la Déclaration des droits de l'homme, et qui a été reprise par la Déclaration universelle des droits humains de l'ONU après la guerre. Et en fait, la France a sécularisé les valeurs d'amour du christianisme. Ça, c'est sa part symbolique. Donc, elle a posé les valeurs du verseau. Liberté, égalité, fraternité. Elle les a posées. Alors maintenant, il faut les pratiquer. Donc ça, c'est la partie symbolique. Par exemple, je prends cet exemple. Et la partie cyclique, j'avais découvert à quel point l'histoire était cyclique dans la destinée de la France. Mais je l'avais travaillé que pour la France. Et là, j'ai voulu partir du plus grand cycle vers le plus petit, comme tu disais tout à l'heure. Le plus petit cycle, c'est le cycle de la lunaison. Tu le sais, hein, et je crois que tu as fait déjà des podcasts sur la lunaison, n'est-ce pas? Oui. Et puis tu as travaillé dernièrement sur la polarité homme-femme et des choses comme ça. Voilà, voilà. Oui, donc finalement, ton précédent ouvrage sur la destinée de la France a été un petit peu comme un premier frémissement pour essayer d'observer de manière encore plus large l'histoire et le monde. C'est-à-dire que je voulais écrire un livre sur les cycles en 2012 et je voulais déjà faire ce livre-là en 2012. Et puis, comme il y avait les élections de 2012 à ce moment-là, et qui était quand même assez, on sentait une pression, quelque chose qui montait. C'était les carrés Uranus-Pluton, hein, c'était un moment très important entre 2012 et 2015 de évolution de la conscience collective et de rupture avec un passé qu'on n'a pas réussi à faire d'ailleurs à ce moment-là complètement. Et quelque chose m'a ramené sur la France avant de faire un travail uniquement sur les cycles historiques et sur une histoire un peu plus globale, qui serait plutôt une histoire occidentale, en fait. Bon, alors, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans la pensée collective traditionnelle, on commence à savoir un petit peu que l'astrologie est très ancienne, mais on ne peut pas dire qu'elle est encore vraiment bonne presse. Elle est des fois encore vue un peu comme un énième gadget de développement personnel. Donc, je ne doute pas que certains puissent se demander, même sans être dans un cliché aussi tranché, en quoi finalement l'astrologie peut avoir quoi que ce soit à dire sur l'histoire avec un grand H. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les non-initiés qui ne connaissent pas la discipline? Quel est l'apport en fait de l'astrologie par rapport à l'histoire? C'est ce qui est apparu dans le travail que j'ai fait en 2012-2013 sur la destinée de la France, c'est que selon l'hypothèse de Fernand Braudel, l'histoire est cyclique. Et Braudel a bien montré qu'il y avait tout le temps, et quelqu'un comme Ibn Khaldoun, dont je parle justement dans ce dernier livre, qui était un grand érudit arabe, en fait, avait vu qu'il y avait des cyclicités comme ça, c'est-à-dire il y a des dynasties qui montent, qui viennent à leur apogée, puis qui se terminent, et on a comme ça des civilisations, comment dirais-je, qui se développent avec un démarrage, une sorte d'apogée comme une pleine lune, et puis ce qu'on appelle une décadence, mais qui est absurde d'appeler ça de la décadence, parce que c'est pas parce que ça décroît que c'est décadent. Mais on a cette idée, quand il y a une décroissance, au lieu de penser qu'on laisse tomber ce qui n'allait pas, mais qu'on en tire les enseignements et qu'on garde le meilleur, et qu'on va garder les meilleures graines pour le cycle suivant, au lieu d'avoir une vision dynamique, cyclique, de quelque chose du vivant qui se reproduit par ce qu'il y a de meilleur, comme dans la nature proprement dit. Et ça, la vision cyclique nous le redonne, c'est-à-dire que quand un cycle se termine, on croit qu'on est en décadence, par exemple, de Rome, ou en décadence de Charlemagne, enfin, des empires français. D'une certaine manière, on a tiré le meilleur et on passe à autre chose. Et donc, la vie est cyclique, en fait. On arrive à la force de l'âge, et puis on décline, mais on décline physiquement, mais on grandit psychiquement. Donc, il y a un déclin qui correspond à une croissance à un autre niveau.
et ça, cette vision cyclique du monde nous manque terriblement. Et je crois que dans ce 21e siècle, c'est ce qui va être majeur. Je crois que les nouvelles générations, les jeunes qui sont nés depuis la fin des années 90 et l'an 2000, portent en eux cette cyclicité. Ils ont les planètes collectives on en parlera avec l'ouvrage que nous avons fait toutes les deux, auquel tu as tellement travaillé et dont tu es l'actrice essentielle, en fait. Ces jeunes générations sont d'une dynamique extraordinaire. Et donc maintenant, il faut qu'on se dépêche de leur donner, de leur transmettre des bases pour qu'ils fassent leur propre travail. Oui, c'est en cela que je trouve ce livre absolument considérable parce qu'effectivement, ça pose des bases fondamentales de travail. Et ce que je trouve très, très chouette, c'est qu'effectivement, au niveau individuel, on se dit, bah oui, l'être humain évolue comme ça. Mais non, Non, comme tu disais, le temps n'est pas linéaire, on évolue en spirale, quoi. Et au niveau de l'histoire, c'est ce que tu as remarqué? En fait, l'histoire évolue en cycle, mais je dirais que voilà. Et donc, en fait, si tu veux, j'ai pu dégager ça m'a finalement, ce que j'ai découvert a dépassé mon hypothèse de départ. Je croyais pas que ça serait aussi long comme travail. Je croyais que ça serait assez facile. Et en fait, chaque fois, j'ai découvert des choses. C'est-à-dire que on retrouve avec les cycles astrologiques, on retrouve toutes les cycles les mini-cycles de civilisation que les historiens ont repérés. Alors moi, j'ai commencé à travailler au néolithique, en fait. Mais le véritable travail se fait depuis ce qu'on appelle la naissance de la Grèce et de la riche civilisation hellène, c'est-à-dire autour de moins 577 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est le moment où il y avait une triple conjonction Pluton, Neptune, Uranus. Et ça, si tu veux, ça, je le dois à d'autres astrologues. C'est-à-dire que si j'ai pu travailler là-dessus, c'est parce que d'autres aussi ont bossé et qu'on se passe le relais, qu'on continue, on cherche. Et Irène Andrieux avait mis en lumière un grand cycle de 4000 ans. Et ce grand cycle donc, a commencé à moins 577 avant Jésus-Christ. C'est à partir de là que j'ai commencé. Et on retrouve 8 cycles de 500 ans qui, à ce moment-là, où on en est, nous, dans le 6e, donc d'une grand cycle de civilisation octogonale de 4000 ans, c'est-à-dire 8 cycles de 500 ans, en fait. Et 500 ans, c'est un cycle de Pluton-Neptune. Oui, la focale est large, hein. Et oui, parce que en fait, c'est des cycles de civilisation au sens où on change de paradigme. Donc, le premier cycle de 500 ans, c'est la civilisation hellène, c'est la Grèce, hein, c'est la source même comme on est dans ce grand cycle, et c'est pas par hasard qu'on dit que la source de notre civilisation, en tout cas en Occident, c'est gréco-romain, mais c'est hellène, en fait, puisque les Romains se sont totalement appropriés la culture grecque d'une certaine manière, en enrichissant de leur rapport singulier à eux-mêmes, qui était le législatif, en fait, et la citoyenneté. Ils ont amené des choses assez importantes eux-mêmes. Mais si tu veux, c'est un grand cycle de 4000 ans qui a commencé. On le sait intuitivement. On sait que on est dans un cycle dont la source est en Grèce. Et, en tout cas, nous, en Occident, hein, je n'ai pas fait un travail sur le monde entier. Mais on retrouve donc tous les cycles historiques et on peut le voir sur cet octogone, en fait, des 8 cycles. Et ça fait du bien parce qu'on se dit, mais on n'avance pas à l'aveugle, il y a un sens quelque part. Et les humains, à travers l'histoire, c'est-à-dire ce qu'ils créent en marche, en fait, collectivement, parce que l'histoire, c'est une création collective. Donc, à travers leur création collective, les humains traduisent ces grands cycles. Oui, intéressant parce que c'est vrai que je me mets à la place de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en astrologie ou voilà, qui n'est pas spécialement adepte de l'histoire, etc. On pourrait se dire, mais oh là là, on s'y perd en fait, la perspective est tellement large. Comment est-ce que nous, ça peut nous aider à nous géolocaliser au présent en fait?
Tu vois, je me dis, ça pourrait faire cette espèce de Mais, vertige au niveau mais non, des... au contraire, parce que qu'est-ce que c'est que ce géologue? Tu sais, moi, comme tu sais, je dis que l'astrologie, c'est l'art de faire le point. Hein, c'est l'art de faire le point. Donc, justement, ce que je montre là, c'est aujourd'hui et maintenant que je l'écris et que je le propose et qu'on peut le transmettre. Et ça permet à chacun de se localiser ici et maintenant pour savoir d'où on vient. Et pour faire le point, c'est tout le temps savoir où on en est par rapport à de là où on vient et par rapport à l'aspiration qui nous porte. C'est-à-dire avec l'intention, ce qu'on appelle l'intention, c'est-à-dire avec l'intention plus ou moins consciente que nous avons de vouloir aller quelque part. Et l'astrologie, c'est cet art de faire le point, ici et maintenant, comme être humain, individuel, dans sa famille, dans son pays, dans sa civilisation, dans ce qui le porte. Et alors, au lieu que ça nous perde, les grands cycles, on se retrouve. C'est-à-dire, on comprend pourquoi c'est si important d'apprendre l'histoire. Et tu vois, et que donc, je veux dire, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est dans cette visite de l'histoire que ça oblige à faire, c'est de voir l'intelligence humaine à l'œuvre et cette créativité collective que les êtres sont capables d'avoir à un moment donné. Et dans chaque moment, et c'est toujours quelques êtres déterminés qui ont marqué leur époque. Et ce n'est jamais la vulgarité ou la simplicité qui ont marqué les époques ou la démagogie. C'est tout le temps des quelques êtres déterminés qui ont tiré vers le haut les autres. Hmm. Et ça, au lieu que ça nous perde, ça nous permet de nous repérer. Oui, puis à la fois, je trouve que ça valorise aussi l'évolution humaine, parce que c'est vrai que quand on regarde, par exemple, le XXe siècle avec une focale assez restreinte, on pourrait genre, se désespérer de l'humain, de se dire, oh là là, mais notre humanité, au secours, quoi. Alors que finalement, dès qu'on ouvre un petit peu les perspectives, c'est pas le même angle de vue, c'est plus, non pas qu'on ait besoin de flatter nos égos humains, mais ouais, ça met quand même de la douceur et de la paix par rapport à notre évolution, non? Mais oui, parce que tu en sais quelque chose, puisque tu as travaillé sur les générations on en reparlera, hein, ça sera moi qui t'interrogerai à ce moment-là sur les générations, puisque c'est toi qui as été devant sur les générations. Et si tu veux, le 20e et le 21e siècle, si tu veux, on voit comment les générations se portent les unes les autres. Apparemment, elles s'opposent, mais on voit comment chacune est le marchepied de l'autre alors qu'on ne veut pas le savoir, mais parce qu'en même temps, comme ça avance cycliquement, ça n'avance pas tout droit. Et ce qui est intéressant dans cette repère, si tu veux, je considère que ce livre démontre la validité scientifique de l'astrologie en tant qu'astronomie, hein, parce que c'est dans sa partie astronomie, donc cyclique, qu'elle est scientifique au sens qu'on connaît de la science. Maintenant, par ailleurs, elle est une science humaine. Donc, c'est encore autre chose. Mais par exemple, dans l'histoire du XXe siècle et du cycle en cours qui a commencé en 1892, j'ai compris que rien ne se passe dans le sens qu'on imagine, c'est-à-dire que la psychologie est fille de l'astrologie. Et alors que maintenant, les astrologues courent après la psychologie pour essayer de l'intégrer dans leurs connaissances, alors que c'est la psychologie qui est née et c'est une des branches de l'astrologie, en fait. Donc, l'astrologie est millénaire, elle existe depuis, elle est toujours avancée en même temps que la science et elle est multimillénaire. Depuis que les humains vivent, ils se repèrent avec le ciel. Faire le point, c'est le seul moyen de se repérer dans un voyage. Oui. Et alors, tu viens d'évoquer une astrologie qui finalement est assez scientifique, assez clinique. En quoi finalement ça te semble important que ce soit voilà, de remettre une part assez pragmatique et assez clinique sur cette discipline? Qu'est-ce qui est important là-dedans selon toi? Qu'est-ce qui t'anime en fait à porter ça? Alors, ta question est complexe. Charles Vouga disait que l'astrologie serait la science du Verseau, de l'ère du Verseau.
Et je le pense de plus en plus, c'est-à-dire que l'astrologie peut être une armature de compréhension et de convergence de différentes sciences humaines, et y compris de l'astronomie en quelque sorte. Donc, peut être assez intéressante au sens, et c'est une anthropologie en fait. On a oublié que c'est une anthropologie, et l'anthropologie est en quelque sorte la fille aussi de l'astrologie. C'est-à-dire que toutes les sciences qui sont nées humaines, d'une certaine manière, descendent de ces connaissances de base qui viennent aussi des mythes d'une certaine manière. Et donc, en fait, l'astrologie peut se remettre au centre, non pas pour être principale ou pour être la seule et unique science, mais elle peut être une science qui permet de se repérer. Et d'ailleurs, au niveau individuel, hein, puisque faire le point sur son projet de vie, c'est un travail clinique que les astrologues peuvent aider à faire pour les êtres humains. Et au niveau collectif aussi, je considère que le travail là, qui vient de se terminer avec sur les cycles nous permet de faire de la géopolitique. Et j'ai essayé de le montrer, par exemple, l'article que j'ai mis sur le site sur l'Ukraine, et j'ai tiré tous les paragraphes du livre. C'est-à-dire que c'était déjà écrit dans le livre. J'ai été les chercher et donc je me dis, mais au fond, faire ce travail-là de repérer, parce que j'ai pas fait qu'un travail, dire tel événement, telle bataille, telle chose comme ça. J'ai montré l'évolution de la conscience humaine. C'est-à-dire, de quoi on a pris conscience à mesure, qu'est-ce que la conscience humaine a montré, qu'est-ce que la conscience individuelle et collective a permis de mettre en lumière. Donc, on peut, à un moment donné, par exemple, on peut, historiquement, tout le monde commence à le faire maintenant, on compare ce qui se passe en Ukraine et la chute de l'URSS en 91, mais ça a commencé en 89 avec la chute du mur de Berlin, et comme tu le sais, dans l'ouvrage, on montre que 89, c'est le périhélie de Pluton, c'est le changement complet, c'est sans doute le revirement et la fin de l'ère des poissons au niveau fixe, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de... Un côté de la courbe des poissons s'est effondré et l'autre, depuis, est en déshérence. Et donc, l'Occident, qui croyait avoir gagné avec ses démocraties, au bout du compte, c'est une fausse victoire et c'est un hubris qui s'est développé occidental qui est délétère et qui est très néfaste. C'est-à-dire, on a oublié une autre partie de l'humanité. Et donc, on peut faire la comparaison et dire, mais en négligeant le traumatisme de l'effondrement de ce grand pays qui était l'URSS et donc de cette grande communauté d'humains qui est aux portes de l'Europe et qui est en partie en Europe, eh ben, on a quelque part, il y a une révolte intérieure, une rage de ces pays-là d'être à ce point méprisés par l'Occident. Il y en a d'autres qui se sentent méprisés par l'Occident et c'est dramatique. Oui, tout à fait. C'est vrai que est-ce que j'ai répondu peut-être? Je pense qu'il y avait quelque chose de plus fin dans ta question, mais non, mais ça lie le reste de ma réflexion. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que ce qui m'apparaît après le travail de cet ouvrage, c'est que finalement, la base scientifique, presque encore une fois, que ça donne, du coup, je n'arrive plus à visualiser l'étude d'un thème individuel sans cette base de géolocalisation cyclique plus large, en fin de compte. Je trouve que ça perd du sens si on n'a pas vraiment cette base de « OK, on est là, là, là et là, et toi, être humain, petit et grand, qui arrive sur Terre, tu arrives là-dedans. » Et du coup, je ne peux plus visualiser sans ça. Eh bien, alors, si tu veux, c'est là où on aurait besoin d'une image. Tu nous la montreras. Tu l'avais dessinée, toi, d'ailleurs. C'est toi qui as fait le dessin. Tu nous la remettras. Si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le précédent cycle, qui était le cycle de la Renaissance et des révolutions européennes, et donc de l'avènement des nouveaux régimes démocratiques, républicains ou démocratiques, le précédent cycle, si tu veux, ça a été le cycle où la science a découvert que le Soleil était au centre. Donc, c'était la révolution copernicienne. Au niveau scientifique, le Soleil est au centre et c'est la science, le paradigme newtonien. Donc, la science, tout est juste, tout est exact, ça va nous sauver.
et puis les démocraties et les régimes démocratiques qui sont arrivés. Dans le cycle dans lequel nous sommes, c'est la science newtonienne n'est plus le paradigme. Le paradigme, il est maintenant complètement, j'allais dire, comment on peut l'appeler, einsteinien, mais Einstein n'est que le Copernic de notre cycle. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Einstein? Il nous dit, ah, c'est plus la physique mécanique, c'est la physique de l'infiniment grand et le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et donc, on a un renversement, là, on n'a plus le soleil au centre, on a non seulement notre comment dirais, notre galaxie, la Voie lactée, qui devient plus importante, mais il y a d'autres galaxies aussi. Et donc, si tu veux, on se décentre. Et l'astrologie qui était centrée sur le Soleil doit aussi se décentrer. C'est-à-dire qu'on montre bien, comme tu le sais, puisque tu en as fait les schémas, dans cet ouvrage, on montre que les énergies rentrent dans notre système solaire via la magnifique étoile Aldébaran, qui est l'œil de la constellation du Taureau, et elle nous est redistribuée cycliquement par la grande horloge cosmique des cycles planétaires. Et donc, de Pluton à Neptune, à toutes les autres planètes, les 10 cycles principaux nous redistribuent cette énergie et on la filtre pour pouvoir la recevoir. Parce qu'on sait bien que si on peut vivre sur notre planète, c'est parce qu'il y a un filtre de vie autour de nous, que les énergies cosmiques sont trop puissantes pour qu'on puisse les recevoir et que la vie est possible que parce qu'il y a un filtre qui est notre biosphère. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir dans ce cycle. Donc, comme tu dis, nous, dans l'astrologie que nous proposons, en fait, suite à Charles Vouga, Germaine Hollet, et puis tous ceux qui sont ouverts à cela, c'est une astrologie des transpersonnels. Et c'est une astrologie, comment dirais-je, qui n'est pas uniquement centrée sur le Soleil, mais qui est une astrologie de la cyclicité, en fait. Alors, moi, je pense qu'on va redécouvrir la cyclicité à tous les niveaux. C'est ce que propose le livre, en tout cas. Il faut qu'on se représente que le Soleil n'est plus au centre, qu'il y a des infinités de soleils dans notre galaxie, la Voie lactée, mais qu'il y a d'autres galaxies et que par conséquent, tout est vie de toute façon quelque part. Et donc, on est en train en ce moment de découvrir des dimensions qu'on ignorait, mais on est en train, avec l'astrologie, et de se relier aux autres dimensions, mais c'est qui a toujours été le cas. Seulement, il y a une petite astrologie. L'astrologie, elle s'est adaptée à chaque, mais elle ne s'est jamais démodée. Elle s'est rénovée chaque fois parce qu'elle elle est liée à l'hypothèse que tout est vie et que toute vie est reliée aux autres grandes vies par une horloge cosmique, en fait. Je repense à cette affaire de pourquoi une astrologie un peu plus scientifique, mais en réalité, la science part toujours comme tu l'exprimais entre les lignes tout à l'heure, la science part toujours d'une hypothèse, d'une intuition, de quelque chose qu'on a vu au travers de la symbolique et cherche à se théoriser finalement. Donc, le lien entre science et symbole est extrêmement, extrêmement puissant, quoi. Entre la science et les symboles, il y a l'humain. Et donc, l'humain, il s'est fait écraser d'abord par les symboles et par le religieux, et puis ensuite, il s'est fait écraser par la science. Et maintenant, il est temps qu'il prenne son espace entre les deux. Et oui, c'est peut-être bien le projet de ce cycle. Est-ce que c'est ça la conclusion? En tout cas, le projet du cycle que nous sommes en train de vivre, c'est de faire comme le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et c'est de faire le lien entre la connaissance intérieure, subjective, et la connaissance extérieure, objective, donc entre, d'une certaine manière, les sciences humaines et les sciences objectives. Et c'est de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. En fait, il y aura plus d'ésotérisme. L'ésotérisme et l'exotérisme c'est pour ça que l'astrologie va pouvoir retrouver sa place. Elle sera enseignée à l'université un jour. Quand je le verrai peut-être pas, je pense que toi tu le verras. Mais elle sera enseignée à l'université. Parce qu'elle est une base, comment dirais-je, elle est un repère essentiel pour les humains, d'une certaine manière.
Oui, ça réunit intérieur, extérieur. Ouais. Ouais. Et alors, évidemment, sans nous révéler tout le livre, est-ce que, tu nous l'as fait entendre déjà tout à l'heure, est-ce que tu t'es fait surprendre dans le travail? Est-ce qu'il y a eu, tiens, je ne sais pas si on peut appeler ça des révélations, mais est-ce qu'il y a eu au fil de ton étude, est-ce qu'il y a eu des choses où tu t'es fait surprendre ou attraper par une découverte? Alors, je me suis fait attraper sans arrêt. C'est-à-dire, la plus grande découverte, ça a été de voir que tous les cycles étaient synchronisés avec Aldébaran. C'est-à-dire que tous les cycles de Pluton-Neptune et les pleines lunes sont à moins de 5 degrés de l'étoile Aldébaran, qui, elle, est dans le zodiaque, puisqu'elle est dans la constellation du Taureau. Donc, c'est une étoile qui fait partie du zodiaque. Et donc, il y a cet axe fixe Aldébaran-Antares qui est que tous les astrologues savent et se transmettent par ésotérisme en disant c'est l'axe fixe du zodiaque, il est important, etc. Et bien là, toc, il se trouve que grâce aux moyens de calcul actuels et à des logiciels comme celui d'Olympia, on a pu se rendre compte que ces cycles-là sont synchronisés avec Aldébaran. Alors, quand j'ai vu ça, quand même, ça m'a fait un saisissement, j'allais dire, quasiment mystique, quoi. Je me dis, mais c'est, comment dire, c'est... Parce que quoi, finalement, Aldébaran, qu'est-ce que ça nous donne comme information, bon, sans tout dévoiler, mais comme information symbolique, qu'est-ce qui est percutant, en fait, là-dedans? Mais Aldébaran, l'œil du taureau, Aldébaran, c'est un nom que les astronomes arabes ont donné à cette étoile, mais elle est connue depuis très longtemps. C'est l'œil de la constellation du taureau. Ben, c'est quelque part l'œil de Dieu. Donc les humains, quand ils lui ont appelé l'œil du taureau, c'est quelque part de façon inconsciente, l'humanité sait qu'elle est quelque part synchronisée avec cette étoile. Et son étoile opposée qui est à 180 degrés, qui est Antares, l'autre Mars. Et quelle que soit justement la précession des équinoxes, là, et le changement entre les constellations et le zodiaque tropical ne joue plus. On n'a plus assez. Si tu veux, ça m'a débarrassé de l'idée, est-ce que l'astrologie que je fais est juste ou pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une astrologie sidérale? Mais oui, l'astrologie est reliée au sidéral, elle est reliée à l'étoile Aldébaran, point. Et Ouais. sans de nous poser des questions de synchronicité. Et donc là, c'est le premier saisissement quand j'ai vu ça. Et après, je me suis fait saisir par des êtres, des gens qui ont joué un rôle majeur, qui ne sont pas forcément des rois ou des empereurs, mais qui sont des scientifiques. Par exemple, voilà, redécouvrir des gens comme Kepler, c'est absolument extraordinaire, quoi. C'est se rendre compte de leur cheminement tellement difficile, quoi. Et qui, malgré tout, c'est aussi les contraintes qui les ont poussés à découvrir encore plus. Donc, les grands découvreurs, c'est vraiment des gens de la science et de la pensée, quoi, de la conscience. Ce qui m'a saisi, c'est comment des êtres de conscience peuvent embarquer tout un cycle, quoi. Ouais, de l'avant-garde, quoi. Oui, Ouais. ouais. Comment, quand quelqu'un est tellement lumineux, ben on finit quelque part, même s'il finit mal dans sa vie, on finira toujours par le suivre. Mm. Donc, en général, ces gens-là finissent mal dans leur vie, hein, ils sont très maltraités euh, et ils finissent mal parce qu'on ne les reconnaît pas, mais alors ensuite, ils ont laissé des traces, quoi, d'une certaine manière. Mm. Kepler a eu beaucoup. Moi, je trouve que le cœur, en fait, c'est la vie de quelqu'un comme Kepler, quoi. Ça montre que les êtres humains chacun travaille et qu'il n'y a rien sans collectif humain, en fait. Écoute, j'aimerais bien qu'on puisse prendre à la fin un petit exemple concret, mais juste avant, peut-être un petit mot sur l'édition, parce que c'est quand même un ouvrage qui est assez singulier et original, un ovni presque, si on peut dire. Est-ce que ce chemin vers l'édition a été facile et pour ceux que ça pourrait intéresser, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la parution, la diffusion de ce gros travail? Alors, c'est-à-dire que, comme tu sais, cet ouvrage est terminé depuis fin novembre 2021 et
le temps vers l'édition est très long par rapport à l'élaboration. Et donc, dès qu'il a été fini, moi, j'aurais voulu qu'il sorte plus rapidement. Et comme on a trouvé effectivement un éditeur vraiment qu'il a beaucoup apprécié, mais qui proposait de le sortir qu'en 2023. Et je ne sais pas pourquoi, mais alors que c'est un livre sur le temps long, j'ai senti qu'il fallait qu'il sorte à ce printemps-là, avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde. On le voit bien, hein, il y a une urgence. Je pense comme il peut servir à se repérer, il peut être utile pour certains. Et donc, on a décidé de ne pas attendre le temps long et de l'édition. Et on a trouvé un éditeur avec qui on a pu coopérer pour coopérer au sens de participer également. Et donc, on lance une souscription. Qu'est-ce que c'est qu'une souscription, en fait, hein, comme tu le sais, proposer aux gens de l'acheter avant pour permettre à l'édition de se monter plus vite. C'est-à-dire, ça amène des fonds pour le préparer, le fabriquer, au lieu que les fonds arrivent après. Ça évite un investissement de départ. Donc, on sollicite le plus de lecteurs actuellement pour parier sur ce livre et l'aider à se publier. On va voir pour le deuxième ce qu'on va faire parce que on fait à mesure du coup. Hein, on est obligé on est sur Terre et en fait et on est dans le temps qui à la fois court et long, c'est-à-dire on est toujours pris on est dans le temps de Saturne et il faut qu'on s'adapte. C'est un chemin, quelque chose à mi-chemin du coup avec les éditions Amalthée entre la pure auto-édition et l'édition comme on la connaît traditionnellement, quoi, en fin de compte. Amalthée est un éditeur participatif, c'est-à-dire qui fait le travail, mais qui demande une participation d'emblée, un investissement ou de l'auteur et là, en l'occurrence, on demande un pré-investissement des futurs auteurs, en fait. Et je trouve que c'est intéressant. Amalthée, d'ailleurs, c'est un nom intéressant aussi. Hein. Amalthée, c'est la chèvre qui nourrissait Jupiter que sa mère avait enlevé à la gloutonnerie de Saturne. Oui, c'est très nourricier comme symbole. Et puis c'est vrai qu'en termes de valeur, c'est plus intéressant parce qu'on aurait pu passer par une auto-édition Amazon classique, hein, mais bon, en termes de valeur, on est pas mal là-dedans, hein, avec Amalthée. On est dans une sorte de travail participatif et collectif. Donc, et là, je trouve, de toute façon, l'astrologie n'est soutenue que par les gens qui en font. Et donc, on est toujours, comment dirais-je, sollicité à créer des collectifs astrologiques pour soutenir non pas des écoles, hein, mais des collectifs pour soutenir nos travaux. On est soutenu par rien, ni par l'université, ni par les organismes de recherche, ni par l'édition maintenant. Tout est devenu tellement rentré dans la rentabilité que c'est extrêmement difficile. Donc, c'est la rentabilité à court terme. Or, le travail que nous faisons là en astrologie, enfin, moi, je considère que c'est à très, très, très long terme. Oui. Oui, et puis effectivement, c'est aussi un choix de ne pas s'inscrire dans la mouvance actuelle, sans que ce soit péjoratif, hein, il faut de tout, mais sans s'inscrire voilà, dans cette mouvance de développement personnel à court terme, comme tu dis. On a besoin aussi que les éditeurs soient présents parce que ça demande, ils s'inscrivent quand même dans une, comment dirais-je, ils sont comme des sortes de bibliothèques même. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, une petite phrase, peut-être selon toi, ce livre va être accessible à quel public? Parce que c'est vrai que des fois, on imagine assez facilement quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie, qui voit astrologie, science de la conscience. Est-ce que tu penses que le public peut être assez large ou c'est assez précis? Comment tu vois ça? D'abord, je déteste cette idée de tout public. Hein. J'ai travaillé à l'Institut national de l'audiovisuel dans les années 70-80, tout le monde courait après le tout public et on voit ce que ça donne, hein, courir après le tout public, c'est-à-dire que ça tire vers le bas en fait. Et donc, normalement, à mon avis, c'est les jeunes générations d'astrologues, mais aussi les anciens qui ont envie de se repérer. Mais ça ne sert pas que les astrologues, parce qu'il y en a qui peuvent être intéressés au niveau historique dans ce que j'ai
puisque c'est comme une histoire des civilisations, en fait. Mais je ne sais pas. Je pense je pense que de parler de public, c'est parler dans une stratégie d'offre et qu'on n'est plus dans une stratégie d'offre et qu'on est dans des stratégies maintenant beaucoup plus riches où c'est une stratégie point à point, on se relie à mesure à des choses qui nous plaisent, pour autant qu'on veuille s'arrêter. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas du tout un ouvrage de vulgarisation. Pour le coup, voilà, c'est précis et ça propose vraiment une base de travail et de compréhension très, très complète, quoi. Ça dépend ce que tu appelles vulgarisation, parce que vulgarisation, ça veut dire ouvert au plus grand nombre. Vulgus, hein, c'est le vulgaire au sens n'importe qui. Bon. Mais ça peut être un énorme ouvrage de vulgarisation. C'est-à-dire que si on veut bien y rentrer dedans et le lire, ça vulgarise complètement l'astrologie, au sens où ça la valide. C'est-à-dire, on avance en suivant le fil des cycles. Et en fait, on se dit, ah ben oui, c'est vraiment un repère. Et par conséquent, ça pourrait être un ouvrage de vulgarisation, tu vois. Donc, tout dépend de ce qu'on appelle vulgarisation. Très juste.